Voilà, la fécondation, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment très facile. Donc, on nous montre tout d'abord la caractéristique anatomique des voies génitales internes féminines, avec le vagin, l'utérus et les trompes, avec les ovaires de deux côtés. Maintenant, dans l'ovaire, on va voir différents follicules à différents stades de maturation. Et ici, on nous montre en détail un follicule de Graaff. Donc, vous voyez, il est tout près de la paroi de l'ovaire. Et donc, il est composé par ces cellules de la thèque à l'extérieur. À l'intérieur, ce sont des cellules de la granulosa qui sont maintenant déplacées vers l'extérieur par ce liquide antral qui forme une grosse cavité dans laquelle se trouve le cumulus oophorus qui contient cet ovocyte secondaire. Donc maintenant, il est secondaire parce qu'à la fin de la maturation du follicule, il y a la première division méiotique qui se termine, et c'est comme ça qu'il est ovulé, sous forme de follicule d'ovocyte secondaire. Maintenant, il va y avoir ovulation, donc la rupture de la paroi de l'ovaire au niveau du stigma, et l'ovocyte, avec la corona radiata, est capté fort heureusement par le pavillon de la trompe qui se trouve à côté. Et il va jusque dans une région qui est un peu plus élargie, qu'on appelle l'ampoule de la trompe. Donc voici l'ovocyte 2. Donc la deuxième division méiotique est entamée et il est arrêté en métaphase. Maintenant, les spermatozoïdes arrivent en masse. Ils remontent le long du tractus génital et ils vont de deux côtés. Ils vont s'engager dans une trompe ou dans l'autre. Et maintenant, voilà, on arrive au contact avec, donc ici on voit les différents acteurs. Au niveau de l'ovocyte, il y a ces cellules folliculaires tout autour qui forment la corona radiata. Ensuite, il y a cette coquille en gris qui est la zone pellucide, et plus bas, il y a un petit espace, appelé espace pervitellin, et ensuite la membrane cytoplasmique de l'ovocyte 2. Et comme vous le voyez ici, tout autour de la surface de l'ovocyte, il y a plein de granules sécrétoires que l'on appelle les granules corticaux, remplis de protéases. Donc, à l'arrivée au contact avec la corona radiata, la réaction acrosomale commence. Donc, ces spermatozoïdes commencent à libérer la hyaluronidase et ils arrivent à se lier à la zone pellucide par le biais de cette molécule qui est appelée 7P3, qui est le récepteur de spermatozoïdes. Donc, le largage d'enzymes continue, notamment la crocine, et ça permet la perforation de la zone pellucide. Et la tête du spermatozoïde arrive au contact avec la membrane cytoplasmique de l'ovocyte. Le schéma, il est pas très bien fait parce qu'ici, on nous montre que toute la tête avec la pièce intermédiaire passe, et ce n'est pas vrai. Donc, dans la pièce intermédiaire, il y a les mitochondries et elles restent à l'extérieur. Ce qui passe, c'est seulement le noyau avec un centriole proximal. Et ce noyau devient donc le pronoyau mâle. Ici, on va nous montrer tout de suite la réaction corticale. Voilà. Donc, la formation du pronoyau mâle et la réaction corticale se font plus ou moins en même temps. Donc, cette réaction corticale permet l'exocytose de ces granules corticaux, libération des protéases qui vont digérer les protéines 7P1, 7P2, qui vont modifier aussi 7P3. Donc, les autres spermatozoïdes ne vont pas pouvoir se lier à la zone pellucide. Et ceux qui sont en train de la digérer ne vont pas pouvoir la pénétrer. Donc, on empêche la polyspermie. Et donc, la présence du pronoyau mâle permet la continuation de la deuxième division méiotique, émission du deuxième corpuscule polaire et formation du pronoyau féminin. Voilà l'ovotide ou zygote. Donc, les deux pronoyaux vont s'engager dans une phase de synthèse d'ADN. Ils vont arriver l'un en contact de l'autre, disparition des membranes des pronoyaux et première division de l'embryon. On est dans les 24 heures et l'embryon devient un embryon au stade de cellules.